T'es-tu allé au festival Ted Lasso en fait, ça? Non, mais j'allais te demander, t'étais où? Parce que tu sais, j'étais là avec qui? Mais pas avec. Mais... Avec Martin Saint-Louis? Non. Ah. Avec Vassili Krimanzidis. Ah, ben oui. Ah oui, c'était un fan de country, mon Front row. Par contre, il était là pour Bailey Zimmerman qui avait son chandail des Habs. Mais tu sais que Vassili Krimanzidis, c'est un gros fan de l'Avalanche du Colorado. Oui. Je suis un peu pas d'accord avec ça. Là, parce que moi... Il y a des fans. C'est son Avalanche, mais c'est mes Nordiques. Oui. Il y a beaucoup de fans. Ben écoute. De la misère avec ça. Je me suis obstiné avec Vassili la semaine passée. Il y a des fans des Oilers d'Edmonton aussi dans l'organisation du CF Montréal aussi. On le salue. J'ai déjà habité chez lui. Ouais. Voilà, c'est tout. On est prêt? Ouais. Let's go. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et, probablement, la meilleure bière au monde. Lundi 18 août, on est à 10h30 à peu près, 10h30, Frédéric Laure, avec vous, Au fond des filets, en compagnie de... Olivier Brett? Hey! Ça fonctionne. Ça fonctionne. On peut-tu commencer par un shout-out? Oui, mais à qui? À un auditeur que j'ai croisé à l'épicerie hier. Qui me demande très gentiment es-tu souvent dans le coin? L'épicerie étant littéralement au coin de ma rue. C'est chez vous? C'est chez nous. Nicolas, qui est un détenteur de billets de saison du CF Montréal, qui nous écoute au podcast, qui était super gentil. Donc, je voulais commencer en lui disant bonjour. Puis, par contre, il y a un défaut de taille. J'ai pas trop voulu lui en parler, mais c'est un fan d'Arsenal. Puis le croiser à l'épicerie... As-tu regardé le match? Ben, c'est ça. J'ai regardé la première mi-temps de la rencontre parce que je suis allé faire une petite virée à Québec chez mes parents en fin de semaine. Mes parents qui s'occupaient de la petite pendant que moi, j'étais en train de me prendre pour un cowboy jeudi soir et vendredi. Là, il y a beaucoup d'infos. Là. Les gens prennent des notes. Non, mais je suis allé à l'assaut. Je suis allé voir Cameron Whitcomb jeudi soir au théâtre Beanfield, Feu Théâtre Corona. Puis j'étais chez mes parents, puis j'ai eu le temps de regarder la première mi-temps. C'était 1-0 pour Arsenal quand je suis parti. C'est toujours 1-0 pour Arsenal. Mais ça a toujours été. Ça a été ça. Il était à la chasse aux papillons, lui, un peu? Ben non, il s'est fait pousser. Arrête. Ben, il est tout petit. Hey, je suis fan de United, là, puis moi, arrête ça. Là. C'est célibat. Ben oui, célibat, il rentre dedans. Alors, moi aussi, il y a des membres que j'ai croisés en fin de semaine. Puis, au stade Saputo, par contre, un peu plus sec. Mais sur le terrain, en même temps. Parce que c'est le mois des membres, on les salue. Puis, en fait, la chose aussi qui... shout-out à eux, surtout. Mais ils écoutent le podcast parce qu'ils ont dit « Ouais, comme ça, t'étais au chalet. » Puis j'ai comme... Je fais « Ouais? » C'est un peu creep. Comment ça, tu sais ça? J'ai pas dit comment ça, tu sais ça, mais ça m'a pris 2 secondes pour faire « Ah, ben oui, je l'ai dit à tout le monde que j'étais au chalet. » Fait que voilà. Merci de nous écouter. Ça, c'est tout le temps. Mais écoute, malgré tout, je pense qu'on a un beau succès et on est content de cette année, mais je suis encore à chaque fois surpris d'entendre les gens dire « Hey, je t'ai écouté. » Je fais « Ah oui, c'est vrai. » On diffuse pour de vrai. Non, ça, ce qu'on dit, ça va dans le monde pour de vrai. C'est pas une cassette qu'on met quelque part en dessous du banc passager. Hey, on clenche? Non, mais on clenche ça tout de suite, vite. Tu sais, je vais prendre mon téléphone pour ça parce que la semaine dernière, j'ai dit, est-ce que... En fait, j'ai posé une question. Il y a des gens qui l'ont mieux compris d'ailleurs, qui ont bien compris le message, c'est-à-dire à savoir, est-ce que un gars comme Cameron Porter, dont on parle régulièrement aussi, même Hassan Camara en a parlé dans sa conférence d'intronisation de la renommée, est-ce que Cameron Porter devrait être sur ce 10 murs? En gros, là, c'est du 4-1 contre Cameron Porter au mur de la renommée. Mais est-ce qu'on a mis le contexte de on enlève tous les critères, là? Non, pas nécessairement. Non, mais c'est ça la prémisse de ta question la semaine passée. Est-ce qu'on enlève les critères? Puis pourquoi on parle d'enlever les critères? C'est parce que Nick DeSantis est toujours pas là. Fait que si t'es pour avoir des critères, mais celui qui les coche toutes est toujours pas là, puis le prochain va être le 8e, c'est là où tu prends le problème à l'envers, puis tu te mets à parler de Cameron Porter.
En gros, Anthony disait c'est le moment spectaculaire du club, oui, mais ça demeure une carrière éphémère, aussi éphémère qu'une étoile filante. Lâcher Cameron Porter, ça c'est Jay, c'est un moment marquant, mais tu mets pas quelqu'un sur le mur de la renommée pour un seul moment. Julio Tessier dit Cameron Porter ne devra pas être sur le mur, le but est légendaire, mais ça serait une quasi-insulte aux autres joueurs sur le mur. Et puis j'en avais un autre. C'est une insulte à Nick DeSantis qui soit pas là en ce moment. Ouais, là, il y en a d'autres. Ça va un peu loin en disant est-ce que Cameron Marlis qui a fait la passe, en même temps, on parle pas de. C'est la question quiz par rapport au but de Cameron Porter. Tout le monde est au courant du but de Cameron Porter. Il y a beaucoup moins de monde qui connaissent Cameron Marlis. Jay, le mur de la renommée est comme un Hall of Fame du CF Montréal. Alors oui, Porter doit y être. Et c'est ça. Puis, Francis Da Silva. Cameron Porter ne devrait pas avoir sa place sur le mur de la renommée. Cependant, il pourrait y avoir un trophée héros obscur à son nom aussi. Il y en a déjà un, en quelque sorte. La Grinta, ça peut être aussi un peu héros obscur. C'est quelqu'un qui se donne. Mais c'est une bonne idée, ça. Le prix Cameron Porter. Le moment de l'année. Le moment de l'année. C'est une super bonne idée, ça. Ah, pourquoi pas. Da Silva, c'est quoi son prénom? En tout cas, Francis. Francis, très, très bonne idée. Hey, moi, je voulais juste... Puis ça aussi, on va l'évacuer tout de suite. La semaine dernière, j'ai oublié ça. J'avais ça dans mes notes. Il pourrait avoir un mur de la renommée. Mais ça, puis je défends un peu mon terrain. Pas mon terrain, mais un mur de la renommée des journalistes ou honorer certains journalistes. Parce qu'au CF Montréal, il y a le salon de Donald Beauchamp, qui est en l'honneur de des grands journalistes de l'époque aussi. Puis il y avait deux noms que je voulais juste dire aussi, souligner, qui sont importants dans l'histoire, qui sont des passeurs dans l'histoire du CF Montréal. Martin Smith, du Journal de Montréal, qui a été un des premiers. Que j'ai pas connu. Qui était très, très, très présent, puis ça coïncide pas mal. Moi, je l'ai connu un peu. 2010? Il était sur la fin? Oui, probablement. Ben, c'est ça. Moi, j'ai arrivé 2011. Et Mathias Vanal, ça fait longtemps que j'en parle. Il est là depuis longtemps. Puis, tu sais, ce qu'il fait, la rigueur avec laquelle il le fait, puis l'intransigeance avec laquelle il le fait, c'est un défaut et une qualité, je lui ai souvent dit. Parler d'orthodoxie pour parler de Mathias, mais écoute, quand on va se réveiller dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis on voudra parler de l'impact du CF Montréal, il y aura une base de données extraordinaire qui a été nourrie en grande partie pour Mathias Vanal, qui lui était là dès le départ. Il était là au centre Claude Robillard. Ça fait partie déjà. Puis justement, honorer quelqu'un pour sa rigueur puis son côté presque irréprochable aussi, Mathias Vanaz, ça serait mon choix. Salutations à Mathias. Yes. 1-1. Fait que là, on met cette saison-là à domicile dans une catégorie à part. Ah, tu veux le faire tout de suite? Ben, mais là, les gens, ça va damner les gens. Parce que c'est officiellement, je pense que ça n'a pas été dit, mais c'est officiellement la pire saison de l'histoire. Après ce match nul-là, c'est officiellement la pire saison de l'histoire à domicile. Mettre les bémols. On va attendre pour l'autre. Ouais. Tu sais, pour l'autre, en général, la pire saison de l'histoire en MLS, c'est 2014. On en a déjà parlé ici, puis on avait fait un over-under. Ils ont besoin, c'est quoi? Ils ont besoin de... je l'ai fait... C'est pas 8 points là, qu'il leur... Oui, ils ont besoin de 8 points. Ils ont 20 points. Ils ont besoin de 9 points. 9 points à 7 matchs, 3 victoires en 7 matchs pour dépasser la pire saison de l'histoire du CF Montréal. C'est ça, fait qu'on va attendre. Là. Bref, mais à domicile, c'est réglé. 3 victoires sur 7. 3 matchs nuls, 2 victoires sur 7. Tu joues contre Toronto? 2 défaites. 2-2-3. Écoute... À voir. OK. À domicile, par contre, il reste 4 matchs. La fiche 1-7-5, d'accord? 5e match nul face à DC United au week-end dernier. C'est 8 points sur la saison. C'est un maximum. Écoute, il reste 4 matchs. 3 x 4, 12. C'est un maximum de 20 points. 2014, la fiche, c'était 6-6-3. 6-6-5, pardon. Excuse. 6 victoires, 6 défaites, 5 matchs nuls. C'est 23 points. Donc, officiellement, Montréal ne peut pas battre sa pire saison à domicile de l'histoire. L'autre pire saison, c'est 2020. C'est l'année de la pandémie. Il y avait juste 23 matchs sur l'année. C'était 12 matchs à domicile, 4, 8, 1, 13 points. On était encore en dessous. Écoute, on est à 5 points d'une demi-saison à domicile en 2020. C'est ça. OK, next. Là, Non, je te dis, le SADA, ça va par contre. Le SADA, l'année de SADA, 10 victoires, 4 défaites, 3 matchs nuls à domicile, 33 points. Ouais, mais... Pour toi, 8, 4, non, 5. mais attends, ça c'est intéressant. Sous l'Osada, t'avais l'impression que ça s'en allait dans le contenu, là. On parle pas des résultats. Que ça s'en allait vers une année suivante
plus ou moins intéressante que ce que Donadel est en train de préparer pour 2026? C'est du feeling, là. Pour moi, il n'y a pas photo, là. Dans le contenu, tu vois que si tu ajoutes des joueurs de qualité à ce que Donadel fait, je pense que tu peux avoir un résultat intéressant l'an prochain. Tu pouvais ajouter des joueurs de qualité à Losada, tu allais juste ajouter de la qualité à la confusion qui était là. Il n'y a personne en ce moment qui sort ou qui va sortir comme Samuel Piette l'avait fait en 2023 sous Losada, après le match à Atlanta, pour dire mais là, on ne sait pas ce qu'on fait, là, ça prendrait de la clarté, c'est pas clair. T'as probablement raison, mais il y a des gens qui nous écoutent qui disent ouais, Olivier, c'est clair, t'as raison. En même temps, moi, je me méfie de ces sentiments-là, puis de ces hey, à l'époque, t'avais-tu l'impression de, puis l'histoire le dira, tu sais. Mais Losada, moi, ce que je me retiens surtout, c'est que puis si j'étais un entraîneur, dans mon choix de carrière, dans mon choix de poste, éventuel emploi subséquent, c'est quelque chose qui est très, très important. T'arrives pas... Les chiffres? Non, t'arrives pas où... Tu fais pas table rase, t'arrives pas avec une page blanche, là. T'arrives en succession à quelqu'un. Ah ouais. T'arrives, puis on l'a dit avec Caleb Porter puis Bruce Arena en Nouvelle-Angleterre, on l'a dit avec plein d'autres. Là, il succédait à Wilfried Nancy dans des circonstances où ses joueurs puis l'ensemble du club savaient ce qui s'était passé entre le propriétaire et Wilfried Nancy. On est d'accord. T'arrivais là-dedans, puis t'as changé alors que t'as changé la façon de jouer du tout au tout. Ouais, puis tu l'as jamais dit aux joueurs. Non. Quand Hernan Losada est arrivé, là, il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu de modèle de jeu, il n'y a pas eu de philosophie. Ils ont commencé, let's go, ramasse ton dossard, on a un entraînement. Puis ça a commencé comme ça. Puis toute la saison, les joueurs se sont demandé, mais c'est quoi exactement qu'on essaie de faire? Moi, c'est pas ce que je sens avec Marco Donadel. Ça veut pas dire que ça va être extraordinaire l'an prochain, mais moi, je vois des patrons de jeu qui se répètent un peu de match en match, puis tu te dis, ben si tu arrives à garder de la stabilité dans ton 11 puis ajouter des joueurs de qualité, tu es capable d'arriver à quelque chose. C'est pas le feeling que j'avais à l'époque avec Losada. Qui avait une meilleure équipe en fin de saison aussi, Losada, Courtois ou Donadel? Difficile. Probablement Courtois. Avec Joseph Martinez, en même temps, Prince Osu, là, il pompe l'huile. Là. Je pense que c'est un peu ça le problème. Bref, imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Match nul, à part match nul, moi j'ai 2-3 petites notes sur des individus en particulier. Victor Letouris, je te disais, il y a peut-être 2 mois, le problème que je voyais en Letouris, c'était absolument pas sa présence ou sa capacité à contribuer chez le CF Montréal, c'était qu'il n'y avait pas de X-Factor. Ouais. J'étais un peu en train de changer mon fusil d'épaule. Ça saute aux yeux. Le gars, quand il tourne, il est capable de briser des lignes. T'sais, il se tourne. Avant, là, il faisait juste remettre derrière, remettre sur le côté, puis il était clean, mais là, il est capable de se tourner. Comprends-moi bien, là, je suis pas... Mais pour un milieu défensif, tu sais, N'Golo Kanté, là, on a beaucoup parlé de sa récupération, sa capacité à couvrir des espaces, mais il y a aussi ces gars-là que tu t'attends pas à voir tourner quand ils ont quelqu'un derrière eux, puis qu'ils reçoivent un ballon du défenseur, puis là, tout d'un coup, ça s'ouvre. Puis quand ça s'ouvre, Victor Letouris est capable de courir avec le ballon, de gagner un 20-30 mètres. Je te dis... À partir du moment où ça s'organise un peu mieux, que tu as un Caden Clark qui est capable de peser d'un point de vue statistique sur les matchs, ou que tu remplaces un Caden Clark ou les gars qui sont devant, puis que ces gars-là sont plus tranchants, Letouris, pour vrai, chapeau.
Je vraiment, vraiment impressionné par ce qu'il fait depuis. Puis à ce stade-ci de la saison, c'est hallucinant qu'il y ait encore cette énergie-là. C'est pas grand-chose en même temps, mais il faut se réjouir de ça, si on peut se réjouir un peu. Lui, Petrasso, c'est des gars qui vont avoir eu des minutes importantes, puis c'est de la profondeur pour l'an prochain. Ça, c'est important. Des gars qui peuvent... Mais Lotori, honnêtement, là, tu m'aurais dit ça il y a un mois. Mais je pense qu'il y a un mois et demi, tu m'aurais posé cette question-là, j'aurais dit Longstaff, Lotori sur le banc, puis il rentre, puis là, je suis pas certain. Je pense que ça va dépendre comment tu veux jouer au milieu de terrain et qui tu fais jouer à côté de Lotori. Je te dis, sa capacité à tourner maintenant offensivement, puis c'est un gars aussi qui est capable de frapper. C'était il y a 2-3 matchs. De finir ses mises en échec. Oui, aussi. Il frappe le poteau. Ouais. C'est un gars qui tire. C'est lui qui a le seul but gagnant à domicile cette saison. Il n'a pas l'air de ça, mais c'est un gars qui est capable. Moi, je pense qu'il y a un cap qui est capable, un nouveau palier qui est capable de passer offensivement en plus parce qu'il va récupérer le ballon 5 mètres en avant de sa défense, puis il va être dans la surface de réparation adverse 3 passes plus tard parce qu'il y en a à peu près pas qui ont ce volume-là. Rappelle-toi, on pensait que c'était un deuxième 6 aussi, ou du moins, on avait le sentiment que quand ils sont allés chercher que c'était un deuxième 6. Celui qui devait suppléer Samuel Piette, c'est pas ça du tout. Dès le départ, on en a parlé, puis je l'ai dit aussi, c'est un gars qui court. C'est un gars qui court. Tu veux dire qu'il va pas rester assis à la place de non, non, mais c'est un 8, là. C'est un gars qui est capable de... Non, entre les deux. Moi, je pense qu'il est capable de jouer plus bas. C'est pour ça que je te dis, je suis très, très, très curieux de voir l'an prochain. Puis, là, c'est peut-être pas le temps de s'étendre là-dessus, là, mais de voir l'an prochain, tu l'utilises avec qui, tu l'utilises comment. Parce que je pense que c'est un gars qui a... Je sais pas si c'est ce qu'on lui a demandé ou juste le fait qu'il se sent plus patron. Mais là, il vient d'apporter une facette à son jeu qui, pour moi, le rend encore plus précieux l'an prochain. C'est quoi ton autre note? Parce que j'ai pas grand-chose par rapport au match. Un des matchs. Sinchuk, son travail défensif, bravo. S'améliore. Ben, c'est pas qu'il s'améliore. Il travaille. Le gars, il tacle. C'est un gars qui travaille autant défensivement, je trouve, que Caden Clark. Mais c'est un gars qui va être plus tranchant offensivement. Moi, je l'aime beaucoup. Ça reste un gars il n'y a pas 19 ans. Y a-tu 19 ans? En tout cas, il y a 19 ans. Puis, offensivement, quand il prend le ballon, il se passe quelque chose. Encore là, si tu l'as dès le début de la saison, puis qu'il se blesse pas, moi, je suis impressionné de voir à quel point c'est un gars qui est volontaire dans ses efforts, alors qu'à 18 ans, tu pourrais dire, passe-moi le ballon, je fais juste mettre la switch on quand c'est le temps d'être excitant, de mettre les gens sur le bout de leur siège. Mais sa volonté à tacler, physiquement, c'est un gars qui s'impose puis qui va continuer à prendre du coffre. Chapeau. Il est capable de faire une saison à 20 ans? Oui. Ben, je pense que oui. Puis c'est un gars qui répète les efforts. Là tranquillement, là, tu vois, ils l'ont mis dans de la ouate. Là. Ils ont fait bien attention de ne pas trop tirer sur l'élastique la dernière fois qu'il est revenu de blessure pour éviter une autre chute. Mais si tu l'as en vraie forme l'an prochain, as-tu besoin de... Marco Donadel a sans cesse parlé d'un ailier gauche. T'as pas besoin d'un ailier droit. Là. Tu vas être, ou d'un milieu pour jouer là où tu l'utilises en ce moment. Troisième? Gillier, impressionné par sa capacité à boxer le ballon. C'est pas le plus gros, hein. Il est relativement grand, mais c'est pas un Sean Johnson, c'est pas un Sébastien Breza, mais je suis impressionné de son timing. Il y a un ballon qui est sorti boxer. Je pense que c'était sur corner. Il y avait du trafic, puis il se ramasse, puis du trafic, puis t'as une couple de gars assez costauds, merci, à commencer par Christian Benteke avec le DC United, qui sortent à travers tout ça. Son timing aussi, la chance de Benteke quand il y a hors-jeu, il est là, il est dans sa face. Ça reste intéressant. Ça reste seulement 3 matchs, mais encore intéressant. Puis Bryce Duke, juste pour finir là-dessus. Juste pour Gillier avant que tu fasses Duke. As-tu vu au début, nous on l'a montré sur Apple TV, clair, l'arbitre, je pense dans la première des 10 premières minutes aussi, il va dans la surface de réparation, les gens se poussent un peu, puis il veut juste parler à Owusu. Ce que les arbitres font cette année, ils insistent à parler seulement au capitaine. C'est lui qui avait le brassard Owusu. Il se tasse, fait non, c'est ma surface de réparation, c'est à moi que tu me parles. Puis l'arbitre, t'as vu Owusu tranquillement faire comme Homer Simpson, puis retraiter dans sa haie. Ouais, c'est ça. Puis l'arbitre, pour le reste du match, a parlé à Gillier aussi. Puis il a dit... c'est ça, Gillier s'est imposé. C'est intéressant, ça. J'ai l'impression que c'est un gars qui carbure un peu au chaos.
sais, il aime ça, là, quand ça brasse, ça s'obstine, il est là. OK, let's go. Là. Je viens de... Il faut leur dire aussi qu'on a une caméra souvent sur lui parce qu'on l'a souvent vu faire des petits clins d'œil à des coéquipiers ou à des... C'est correct, ça. Oh, ouais. Moi, ce côté-là, showman, j'ai aucun problème. À partir du moment où tu livres la marchandise. Là, c'est le nouveau Patrick Roy. Le clin d'œil, ça appartient. Hein? OK. Donc, ben là, tu l'as jamais aimé, Duke. C'est faux, arrête, toi. J'étais super content à son arrivée. J'ai cru à 3 ou 4 relances, mais comme profondeur, oui. Mais comme profondeur. Pas comme titulaire, puis pas comme titulaire à ce poste-là. Il est pas capable, il pèse pas assez lourd. Non, c'est ça. Mais comme... peut-être. Mais parce que dans le profondeur, parce qu'il faut remplir un maillot, mais c'est pas un 8... Il préfère Donadel, dans le système de jeu de Donadel, c'est pas un 8 comme Longstaff, qui peut être un chien au milieu, quelqu'un qui va travailler fort puis qui va avoir un gros volume de jeu, il qui va avoir de l'intensité. Pour être un 10. Non, il peut pas être un 10. Puis il peut pas être un 6. Non. C'est ça. Fait que... Dans le système de jeu de Donadel, il peut jouer, ça peut être un accélérateur ailleurs. À Miami, je me rappelle, c'était un accélérant au milieu de terrain. Là. C'était de l'huile sur le feu. Oui, mais je me demande, c'était-tu un accélérant ou on voyait ce qu'on voulait voir? Parce que je te dis, tu regardes Bryce Duke. Il allait vite. Oui, mais il va encore vite par moment. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, au volume, là, tu vois que c'est des flashs. Puis les flashs, là, ils sont tellement clean, ils sont tellement beaux, ils sont tellement propres que tu te dis, waouh, il y a quelque chose, ce joueur-là. Mais là, quand tu prends ta loupe, puis tu regardes sur 90 minutes, tu vois, les replis sont pas assez intenses, tu te fais bousculer, il y a pas vraiment de vitesse supérieure. Quand tu arrives en tiers offensif, c'est pas tranchant. Fait que c'est moyen. Mais c'est un très bon moyen joueur de MLS. Mais pour moi, c'est pas un titulaire. Bref. La fenêtre des transferts, on est le 18 août. La fenêtre des transferts ferme jeudi, le 21 août. Bon. Je sais pas comment te le dire, comment le prendre. On va le prendre. Deux choses. Et puis on reviendra sur un autre truc. J'ai sur le match? Oui, un petit commentaire. On va finir ça le match. Okay, excuse-moi. Pour ça, on fera la portion fenêtre des transferts. Tes amis descripteurs à travers la MLS là, qui trash le man-to-man de... Il y en a d'autres. C'est drôle parce que samedi dernier, j'en ai pogné un autre qui dit c'est n'importe quoi. Mais Luca Petrasso marque pas s'il n'est pas marquage man-to-man. Ouais. Puis c'est ça la théorie de Marco Donadel. Ah ouais. Après, tu peux probablement démonter sa théorie par un paquet de buts que tu as encaissé, mais Petrasso, il suit. Ouais. Puis l'idée de Donadel, c'est si ça fonctionne, c'est un gros si, là, si ça fonctionne, tu récupères le ballon, puis tu as moins de courses à faire parce que plutôt que de reculer jusque dans ton tiers défensif, attendre, te positionner, puis avoir 70 mètres à faire pour être dans une position dangereuse, t'es là, tu les prends à la gorge. Puis Petrasso, là, c'est un défenseur. Je te dis, j'ai reculé le but, là, 3 fois. J'étais comme, il arrivait de où, Luca Petrasso? Il est plein axe, comme un 10. Puis là, tu le vois, il suit son joueur. Puis à un moment donné, le pressing est efficace. C'est bien fait à 3 ou à 4, si je me trompe pas. Boum! Ramasse le ballon dans à 25 mètres des buts, tu plonges, puis tu marques. Si on l'explique à l'inverse aussi, Donadel faisait ça en disant on n'a pas la qualité pour défendre derrière. Puis il y a plusieurs entraîneurs aussi qui l'ont dit. Caleb Porter c'est drôle parce que Caleb Porter qui disait que c'est n'importe quoi jouer man-to-man, il disait que Montréal était capable de défendre dans sa surface. D'ailleurs, il a été validé quand la Nouvelle-Angleterre a gagné 2-0 à Montréal. Là, ça a été une catastrophe dans le dernier tiers, dans le tiers défensif pour Montréal. En fait, c'est ça l'idée de Donadel aussi, c'est de récupérer haut pour pas avoir à défendre. C'est ça. Bah. En même temps, Caleb Porter, avec les comme 18 changements qu'il y a eu dans l'entre-saison, ça va comment non, c'est la ça. campagne à Non, mais Caleb Porter, c'est un numéro. Bon. OK, fenêtre des transferts. Terminé. Là, écoute, vous pouvez agréger ça comme vous le voulez. Bref, il reste quelques jours, je ne sais pas. Là, on est 10h47 présentement quand on enregistre ça. Moi, je peux te dire 2-3 affaires. Je sais que Olivier Tremblay est un homme comblé. Notre collègue de Radio-Canada. C'est un ancien, parce qu'un ancien Newcastle qui un ancien Newcastle. Son frère est encore là, je pense, à Newcastle aussi. Le frère d'Olivier Tremblay.
Non, de Longstaff. Ça se peut. Non, mais je te dis qu'on se demande est-ce que Montréal va être actif, est-ce qu'il va y avoir un gros joueur. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de joueur désigné dans cette fenêtre-là. Avec 72 heures à faire, il n'y aura pas de joueur désigné qui arrive aussi. Alors, les 6 millions dont je vous ai parlé aussi, je pense qu'on n'a pas réussi à trouver notre chaussure à nos pieds aussi. On n'a pas réussi à s'entendre. Ivan Jaime aussi, le Portugais, c'est une vraie rumeur, ça en passant. Puis, écoute, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. C'est un 10 aussi, un joueur qui joue dans le championnat portugais. En fait, qui est à Valence maintenant aussi. Je pense pas que ça va se faire. Mais ça te montre quand même le genre de cible dont on Ouais, c'est ça. Je trouvais ça intéressant pour ça. Puis là, je sais pas comment. Il va y avoir une transaction. Il reste une transaction en MLS. Elle est faite? C'est juste ça que je peux te dire. Elle est faite. Non, elle n'est pas faite. Elle est presque faite. Mais comment on sait? Parce que ça circule. La seule affaire, c'est que je pourrais te dire des noms, mais ça serait spéculé. Moi, je viens de Radio-Canada, j'ai besoin de 2 sources sûres. Je les ai pas, 2 sources sûres. Okay. Je te dirais peut-être à micro fermé. Puis, le prochain épisode, tu diras aux gens, mais non, ferme pas là. Puis tu diras si je l'avais ou pas. En même temps, ils vont-tu te croire? T'es-tu une source fiable? Du moins, on peut se fier à toi. Mais il va y avoir une autre transaction MLS qui va être, j'ai l'impression, un peu dans le style de Maddie Longstaff, un peu dans cette qualité. Qui s'en va? Peut-être même un peu plus haut. Qui s'en va, puis il va scorer quand à son Ben premier oui, match? mais bravo pour lui. Jonathan. Bravo. Sur une passe de Mihailovic. La reprise du pied, l'ouverture très belle. Si t'as besoin de scorer un but là, le week-end prochain, t'as juste à faire une transaction avec le CF Montréal. T'as Nathan Saliba qui a marqué à ses débuts. Mathieu Choignard avait pas marqué à ses débuts aussi. C'était-tu à son premier match qu'il a marqué à Grasshoppers? Je pense que oui. Sur de la tête. Fait que là, puis Saliba, c'était son premier match aussi à Anderlecht. Campbell n'a pas marqué en fin de semaine. On est déçus. Reste dans cette fenêtre des transferts-là. Donc, il va en avoir un autre arrivé. Puis je voyais les gens aussi, est-ce qu'on peut être déçu de cette fenêtre des transferts-là? En fait, c'est la question que je te pose à toi. Est-ce que tu peux être déçu? Parce que, ce qu'on anticipait ou ce qu'on voulait avec la lettre, c'était un autre joueur désigné, on en a parlé ici. Puis est-ce qu'on veut toujours d'ailleurs? Puis l'autre affaire, c'était des joueurs MLS structurants pour l'organisation. Quelqu'un qui pourrait intégrer le noyau, qui pourrait faire pas un gars de 21 ans, nécessairement, pas un gars de 19 ans. Quelqu'un qui pouvait avoir des essais solides puis être en mesure d'affronter une saison complète avec cette équipe-là. On parlait de Fabien Herbers, mais Fabien Herbers plus, en quelque sorte. Exact. Est-ce que Longstaff fait ça? Peut-être. Moi, je pense que oui. 1+, peut-être pas 2+. Non, 1+. Ouais. Mais c'est un bon joueur. Déjà, il a même joué ces derniers temps, mais tu sais, quand je dis pas grand monde qui écoute le reste de la ligue, là, je pense que c'est vrai. C'est un problème dans tous les marchés. Pas grand monde qui écoute. C'est un peu j'appelle ça la théorie de Hulk Hogan face au Speedo rouge. Là. En MLS, c'est encore un problème. T'écoutes le CF Montréal, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Il y en a qui nous écoutent. Tu connais pas tes heels. Tu connais pas, tu sais, on en a parlé, Herbert, ça fait 10-11 ans qu'il vient dans la ligue, les gens étaient comme « Wow, ça va être bon! Okay. » Longstaff, il y a 2 ans contre le CF Montréal. Allez voir cette séquence-là, 2 games après puis 2 games avant. C'est le 5-1, je pense, contre le CF Montréal. Il est au four et au moulin, il fait tout dans le milieu de terrain, puis c'est un gars qui est dans le style de Donadel, un gars qui a du volume, qui a de l'intensité, puis qui est capable de délivrer des bonnes passes aussi. Même capable de jouer. Tu as vu la passe pour Owusu qui était pas mal aussi quand il est rentré. Je te dirais, même, puis j'avais pas pensé à ça avant, même dans le style de Donadel, le joueur, un peu. Peut-être un peu, ouais. Moi, Maddie Longstaff... Mais il y a moins... Donadel avait un meilleur pied que lui. Un meilleur... Peut-être. Les longs ballons, notamment. Je pense que Donadel couvrait moins de terrain que Longstaff. Effectivement. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis fan de Longstaff. Je pense que c'est un gars que tu peux utiliser dans un paquet de registres. Je pense que c'est un gars qui ne te donnera pas, de ce que je comprends, là, qui ne te donnera pas de trouble dans un vestiaire. Puis ça, c'est important aussi dans les gars que tu vas recruter parce que tu veux que tes gars les plus structurants, parce qu'il va faire partie de ces gars-là. Je présume que tu re-signes. Son contrat vient à échéance à la fin de l'année. Il doit avoir une option à ce contrat-là pour Longstaff. Ou une prolongation de contrat. C'est ce que j'allais dire. Soit tu exerces l'option ou... Parce qu'en ce moment, il n'y a pas le gros bout du bâton. Là. Longstaff? Oui, il sort d'une saison moyenne, puis il était aussi sur le côté, utilisé sur le côté à Toronto, puis bref. C'est là... Puis il gagne pas une fortune, là. Il est à 300 quelques. Moi, je trouve que c'est un salaire... Là. En fait, c'est une transaction qui est intéressante. Je pense que
c'était fair pour tout le monde. C'était fair pour Jules-Anthony Vilsaint qui a une chance de se faire valoir ailleurs. Je pense que le prix qui a été payé, au départ, moi, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était Vilsaint pour Longstaff. Là, je me disais, coudonc, le CF Montréal vient de frapper un coup de circuit. Là, tu rajoutes quoi, 225 000 avec Vilsaint. Est-ce que Vilsaint va être reconduit aussi l'an prochain? Ah, ben ça, peu importe. Parce que Toronto peut décliner l'option aussi. Je le sais, mais d'ici là, tu as l'occasion, tu sais, t'as pas loin d'une dizaine de matchs pour te faire valoir. Puis ça inclut surtout les entraînements. Tu me parlais tout à l'heure, là, avant qu'on entre en onde, de Robin Fraser qui encensait Vilsaint pour son éthique de travail. Super. C'est exactement l'impression qu'il faut que tu laisses à un nouveau coach. Maintenant, la transaction en tant que telle, je la trouve intéressante pour tout le monde. Le CF Montréal, pour moi, est dans l'immédiat une meilleure équipe après cette transaction-là. Mais est-ce que c'est le gars qui transfigure ton équipe en vue de l'an prochain? Non. Je pense que c'est une pierre d'assise, mais c'est pas ton point de bascule. Là. Donc, est-ce que Montréal en a fait assez? On vient là-dessus. Moi, je pense que... Puis je suis d'accord avec toi. Non. Puis on s'est mis beaucoup de pression pour janvier prochain parce qu'en fait, il va falloir trouver un joueur désigné en janvier prochain. 100%. Parce que ça, c'est évident. Puis on a dit, il y a des gens qui nous trouvent un peu soft en disant « Hey, crime, vous avez rien trouvé de joueur désigné en ce moment. Franchement, vous avez raté votre affaire. » Nous, ce qu'on a dit, c'est que si ton plan A ou B ne fonctionne pas, là, arrêtez les plans B, LAFC, tu peux aller chercher des joueurs désignés, les flusher, en prendre un autre. Exactement. Faut pas que tu te trompes, OK? Faut pas que tu te trompes, faut pas que tu te presses aussi. Surtout que c'est une direction sportive recrue, hein, parce qu'avec le départ de Corey Ray, qu'on avait dit il y a de ça 2 mois aussi. Ouais. C'est Simonet, c'est Luca qui ont 25 et 27 ans respectivement et Gabriel Gervais qui n'a pas nécessairement une tonne d'expérience en MLS. Juste, en fait, c'est statistiquement, je vais juste faire ça aussi, c'est la 2e équipe qui a le plus bougé dans l'Est dans cette fenêtre de transfert-là. Parce qu'on a l'impression, le sentiment... T'es avant-dernier. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais dans les... tu veux dire juste pour valider qu'on ne s'est pas pogné le derrière? Là? Ben, je veux pas non plus valider. Qu'au volume. Je veux juste, moi, c'est ça, mesurer l'enjeu, puis ce que les autres ont fait, comparer aux autres, voir où on se situe aussi à Montréal par rapport à ça. Celle que... j'ai calculé les entrées et les sorties, puis j'ai pas discriminé aussi, c'est une autre affaire, ça c'est l'angle mort de cette stats-là, c'est que c'est pas la qualité du joueur, là. J'ai pas pondéré à savoir, t'es-tu allé chercher un joueur désigné? Si t'es allé chercher un joueur désigné ou t'as envoyé au balotage un joueur qui est issu de ton académie, c'est sur le même pied d'égalité. Atlanta en a fait 12 transferts, in and out, là, 6-6. Puis après ça, c'est Montréal et Toronto avec 7. Puis là-dessus, pour Montréal, encore là, attendez les guillemets ou les astérisques, Émile Gazdov est là-dedans, avec un prêt. Je l'ai mis là-dedans. Fait qu'avec la transaction, ça devrait être 8. Est-ce qu'on va racheter je pense pas qu'on va racheter visiblement un joueur à ce moment-ci, parce qu'on aurait pu le faire plus tôt. Charlotte en a 5 aussi. C'est pas terminé. Là. Il y a d'autres. J'entends des noms qui circulent à gauche, à droite. Il y a encore des dominos à passer, mais ça ralentit. Fait que... bref, on s'est mis beaucoup de pression pas on s'est mis beaucoup de pression, mais il va y avoir de la pression dans le prochain. En janvier. T'as pas le choix. En janvier, t'as pas le choix de te tromper. Mais l'avantage que t'as, puis là, c'est vraiment... T'as pas le choix de pas te tromper. C'est vraiment voir le verre à moitié plein, là, mais... ne serait-ce que pour te concentrer sur ta job qui est le marché des transferts du 1er janvier, t'es pas en série, là. T'as pas de parcours un peu... c'est ce que je voulais dire juste en termes de transactions. Là, on parle de Longstaff, tu dis, ouais, on est dernier, il faut bien le faire. Mais si tu y vas juste en transaction, avec qui tu transiges, il n'y a pas... premièrement... Tu veux me parler de Toronto, là? Non, mais oui, mais on va passer à ça, mais aussi... Si t'es en course en séries éliminatoires ou si tu fuck pas ton effectif, là, puis à moins que tu fasses venir un joueur désigné, mais en même temps, il y en a combien? Vancouver pour libérer une place, mais en même temps, si tu fais venir Muller, tu le fais venir pour la fin de la saison, puis tu gardes ton gars. Ouais. C'est pour ça que puis je reviens à des vieilles affaires, puis les gens vont dire de quoi il parle encore, mais Ariel Lasseter, l'an passé, en course aux séries éliminatoires, le sortir pour 75 000, ça arrive pas souvent aussi. Pour une équipe qui est en course aux séries, ça, c'est à voir. On est d'accord. Juste pour revenir sur... parce que je trouve que les analogies de construction, c'est probablement parce que faut que je refasse... T'as un entrepreneur chez vous. Une galerie chez nous. J'ai l'impression qu'en ce moment, là, on a mis des beams de soutien, on fait de la charpente, on est un peu là-dessus. Des beams de soutien, mais Longstaff? Ben, ce que je suis en train de te dire, c'est les gars que tu ne remarqueras pas quand ça... Si ton projet fonctionne, encore, c'est un gros si.
Si ton projet fonctionne l'an prochain, là, c'est les trucs que tu remarqueras pas que tu viens d'aller chercher. Les Maddie Longstaff, les Morales, les Gillier. Si ça fonctionne bien, là, c'est pas... Mais ton îlot de cuisine en marbre, que tout le monde fait « Wow, c'est extraordinaire », puis qui rassemble tout le monde, là, tu l'as pas. Puis c'est ça que tu voulais aller chercher. C'est ça ton joueur désigné, c'est ça ta star. Non, mais c'est vrai. Tu sais, ce qui est beau, ce qui est brillant, ce qui est le shiny toy qui va attirer l'attention de tout le monde, ça, c'est la prochaine affaire. Mais si t'es pour faire les choses dans un certain ordre, moi, j'ai pas de problème que tu le fasses dans l'ordre que tu fais en ce moment. Mais comme tu l'as dit, on a parlé de fenêtre de transfert au pluriel dans la lettre de reconstruction, mais ça peut pas être l'été prochain, là. Ça peut pas être 3 fenêtres de transfert avant que tu ramasses finalement... En même temps, ton projet... Puis là, les gens vont me trouver plate, mais ton projet va aboutir... Tu sais, tout le monde dit... Le cliché, c'est 3 fenêtres de transfert pour changer ton équipe, minimum. Ouais, mais pas là. Non. Hey, 3 fenêtres, parce que... Non, mais tu peux pas... Hey, t'as trop bougé. Il va falloir que t'embrayes en maudit en janvier. Non, mais en janvier, tu vas être à la 3e, puis tu pourrais même argumenter que t'es à la 4e depuis le départ d'Olivier Renard. Tu sais, là, à un moment donné, tu peux pas toujours recommencer. Ouais, Lucas t'a dit qu'il était à mi-temps en Bologne puis à Montréal. Ouais, c'est sa première, techniquement? Ben, oui puis non. C'est-tu lui qui s'est occupé de celle de l'hiver dernier? Je présume que oui, là. C'est pas Corey Ray qui a tiré toutes les ficelles, là, on s'entend? C'est pas Gabriel Gervais qui est allé faire le recrutement lui-même. Fait que, tu sais, tu peux dire que t'es à la première. OK, mettons, là. Moi, je pense que t'es minimum à la 2e, mais t'es à la première. Je comprends, mais tu peux pas attendre à la 3e avant d'aller chercher ton gars. C'est de où tu pars. Tu pars de... T'en as pas de joueur désigné. Il est blessé. Puis en plus, tu sais que Giacomo Vrioni, on s'entend qu'il s'en va en janvier, là. Tu reprends pas ce pari-là encore une fois. Donc, tu sais que tu pars à 0 joueur désigné. Mais là, tu peux pas attendre en juillet. Donc, en ce sens-là, oui, ça met de la pression. Mais avec tout ça, puis on spécule comme si c'était fini, mais ton échange intra-MLS, là, ça peut pas être un gars, tu sais, un Gazdag qui débarque. Ça peut pas être un joueur désigné. Écoute. Non, mais je sais pas. Là, moi non plus, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais là, t'as 48 heures. Pourquoi ça pourrait pas être... Il y a des deals qui sont... Il y en a plus disponibles en ce moment, par contre. Ben, on est d'accord. Mais il y en a un. Mais... Pourquoi tu veux pas spéculer? À partir du moment où tu dis « je spécule », est-ce qu'il faut arrêter de faire des transactions avec Toronto, par contre? Ça, c'était mon point. Je m'en allais vers là. Là, t'es extraordinaire. Moi, j'ai la blonde d'un ami là, qui est extraordinaire quand ça ne tente pas de parler de quelque chose pour changer le sujet. Là, tu viens vraiment... Diffuse, deflect, tu viens distract. Les 3D. Regarde l'envolée de... Quand tout le monde se chicane, c'est des 3D. Diffuse, deflect, distract. Deflect, diffuse, distract. Okay. Dans l'autre. Toronto, ça, c'est une bonne distraction. Tu veux pas te mouiller, ouais. Vas-y. Toronto. Attends, la question, c'est faut-tu arrêter de transiger avec Toronto? Parce que quand Longstaff est arrivé, il y en a plusieurs. Puis il y a eu la conférence de presse après où il a dit, on me dit là-bas d'haïr Montréal, puis on me dit ici d'haïr Toronto. Moi, je m'en fous, là, je joue au soccer. T'sais. Moi, j'haïs Sunderland, that's it. Ouais, c'est ça. Puis moi, ma réponse, c'est oui. Là, c'est assez. Là. Ben, c'est parce que c'est... T'en as combien sur le terrain? Là? Osu, Petrasso, on peut le mettre là-dedans, mais c'est un ancien, mais écoute, compte plus ou moins. Jekyll Marshall-Ruddy. Qui est à Charlotte. Là, mais... qui ont payé d'ailleurs beaucoup. Puis là, Longstaff, il faut arrêter parce que, en même temps, comment tu peux... Parce que tu es dans cette business-là. C'est une business particulière, le sport, mais le soccer particulièrement. Puis tu fais appel à la passion des partisans, à la passion des joueurs, à vouloir justement un oomph supplémentaire pour amener Montréal, puis pour amener le Crest, puis pour amener la ville devant. Là, tu peux pas aller chez Costco puis boycotter, tu sais, je vais travailler sur mon analogie, mais tu ne peux pas demander à des partisans de venir expliquer aux joueurs ce que ça signifie pour eux, comme ils ont fait plusieurs fois de façon très à propos. Ils ont amené des partisans dans le vestiaire, des gens, entre autres, notamment du 1642, puis des partisans de longue date du bleu-blanc-noir, en disant, nous autres, on a eu Toronto, pourquoi? Pour le côté culturel, Montréal, Toronto, pour le côté aussi linguistique, et plein d'affaires comme ça pour l'histoire qu'il y a entre les deux clubs, puis le mauvais sang qui s'est créé à travers toutes ces années-là. Pour ta business, faut t'arrêter de transiger avec Toronto, ou du moins, il faut que tu ralentisses. Ça commence à avoir pas de sens, puis c'est mettre des gars dans des positions difficiles. Longstaff, on va-tu l'haïr parce qu'il n'haït pas Toronto?
Ça serait absurde un peu. Moi, puis ça se résume pas à un match. Mais l'an prochain, là, quand Canada Soccer décide de te mettre encore au tour préliminaire contre Toronto en championnat canadien. Là, tu passes ta semaine ou 2 semaines à craquer tout le monde pour détester Toronto, puis t'as Luca Petrasso, t'as Matty Longstaff, t'as Prince Owusu qui sont comme « Ouais, mais c'est parce que moi, je texte... » J'ai encore des chums. Moi, je texte encore... je suis dans un groupe chat avec Jonathan Osorio, Richie Larea, puis c'est un bon gars. Jules-Anthony Vilsain. Tu sais, c'est vrai que... Moi, je suis l'autre bord, là, mais tu peux pas entretenir ça. Mais là, ça, c'est d'un point de vue identitaire, puis je suis d'accord avec toi. C'est difficile d'entretenir le « on les déteste, on les déteste, on les déteste », mais on continue à recruter chez eux. Il y a quelque chose de weird là-dedans. Il y a un contre-argument, par contre. Puis là, je vais faire mon propre contre-argument. Même si je reste sur ma position, il faut arrêter de transiger avec Toronto. Du moins, ralentir ça. Le contre-argument, c'est que Toronto, c'est exactement le modèle inverse, mais qui peut bénéficier au CF Montréal. CF Montréal travaille dans les marges, les potentiels aussi. Puis il y a encore dans la structure MLS une façon de faire où des grosses équipes vont dépenser beaucoup. On pense à Charlotte, on pense à Atlanta United avec les Campbell Morales. Toronto FC est là-dedans aussi. Quand ils vont chercher un Insigné, ce Insigné-là bloque la place pour un gars qui a du potentiel Jacob derrière. Schaffelberg. Oui. C'est Nashville qui ramasse, parce que juste pour remettre les gens en contexte, Jacob Schaffelberg est à Toronto. Il jouait un peu, pas beaucoup. Insigné Bernardeschi débarque. Schaffelberg, plus de temps de jeu. Probablement pas de roster spot non plus. Là. Tu te retrouves pris là-dessus. Puis il n'y a aucun univers où tu vas donner des minutes à Schaffelberg plutôt que de les donner à ces gars-là en qui tu as investi. Surtout que... Nashville ramasse Schaffelberg, puis ils sont bien contents. Ouais. Fait que c'est ça, c'est des équipes qui dépensent puis qui laissent tomber des pièces intéressantes sur la route. Montréal, c'est ça, c'est aller chercher ces gars-là qui peuvent avoir un potentiel puis qui peuvent, à coût moins grand aussi, dépanner ou du moins même faire une structure de l'équipe forte. Ça, c'est le contre-argument. Mais tu peux pas, culturellement, dans la business du soccer où t'es, demander à tes partisans de venir expliquer pourquoi ils haïssent puis après ça, aller chercher des joueurs qu'on haït. Mais même, moi, je serais curieux de savoir, là, puis peut-être qu'on aura l'occasion éventuellement de poser la question à Lucas Saputo. Pourquoi on a le feeling? Puis là, il faudrait que je fasse un recensement, là, parce que je vais vraiment au feeling, juste pour être carte sur table. Là. Columbus, tu sais, Columbus aussi, là, on les déteste, il y a une rivalité. S'il y avait une rivalité dans le temps là, avec Kai Kamara, avec Higuaín, t'as fait la demi-finale. Ils t'ont éliminé quand Drogba était là en demi-finale de conférence. Tu sentais là, qu'il y avait un petit quelque chose qui se passait là. Même chose avec Wilfried Nancy qui s'en va. Là, tout d'un coup, tu leur donnes Rudy Camacho. Je comprends, eux, ils te donnent 400 000 en retour. Là. Tu leur donnes la Lapalainen. Tu leur... Ouais, ça... Mais tu te rends... Tu sais... Est-ce qu'ils ont... Lassie Lapalainen était sans contrat? Ouais, c'est ça, OK. Mais tu vas chercher Laurent Courtois, là... Corey Ray. Corey Ray. Pourquoi tu retombes qui étaient les deux? Corey Ray qui s'en va avec l'équipe canadienne de soccer en passant. Pourquoi ces clubs-là spécifiquement? Puis tu pourrais me dire, en affaires, à un moment donné, quand tu trouves des gens avec qui ça fonctionne puis tu as des affinités, ben let's go, on fait de la business ensemble là, parce que ça se passe plus vite, c'est win-win. D'accord. Mais pourquoi Columbus? Tu peux même mettre Atlanta là-dedans. Puis Toronto. Pourquoi c'est à ce point-là les mêmes? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas développé ces relations-là avec d'autres clubs ailleurs en MLS? Puis j'ai pas la réponse à ça. Mais si la réponse était oui, là, c'est le bout qui devient inquiétant. C'est là où tu as besoin de gars qui ont des tentacules un petit peu plus loin dans la ligue puis qui sont capables d'appeler Bruce Arena, pas juste appeler le gars à Toronto puis dire « Hey Bruce, on a un deal pour toi, let's go, on transige. » Est-ce qu'on est capable de faire ça en ce moment? Je le sais pas. Mais que ce soit sportivement, parce que plus tu as d'options, plus tu es... Quand tu veux magasiner un gars, là... Mais ça parle, ça, de comment on travaille puis les possibilités de travailler. Parce que, est-ce que, mettons, Morales, son équivalent au FC Dallas, qui est une autre académie qui fonctionne bien, est-ce qu'on le connaît aussi? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce que... Ben, c'est ça que je te dis. Ou est-ce que le réflexe... Puis Morales, c'est une bonne signature. Longstaff, c'est une bonne signature. Là, juste pour être clair, moi, je suis pas en train de jeter ces transactions-là aux poubelles. Au contraire. Mais je me demande pourquoi c'est ces quelques clubs-là qui reviennent, qui refont surface aussi souvent. Si c'est parce qu'on a réussi à développer des bonnes relations, top.
mais développons-en 24 autres pour qu'on soit certain de toujours être sur le dossier. Surtout, sachant que, comme tu l'as dit tantôt, toi, tu joues dans les marges. Ça veut dire, ta marge, là, elle sera pas toujours à Toronto. Ta marge, à un moment donné, elle va être au Minnesota United, puis il faut que tu sois capable de sauter dessus. Prends un autre exemple. Ben non, Caden Clark, l'année passée, t'aurais pas dit oui? Attends, là. Tu fais pas les playoffs sans Caden Clark, puis tu le ramasses pour une bouchée de pain. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ça, j'étais assez surpris, par contre. Mais on est double surpris, je te dirais. On était surpris à l'époque. Là, il y a 3 passes à ces 5 derniers matchs, hein, Caden Clark. En fait, 3 passes maintenant, c'est 6 derniers. Ouais. Il joue bien ou il joue pas bien, Caden Clark? Moi, ce que j'apprécie, c'est son volume de jeu. Là, sûrement. Mais un volume de jeu qui est plus important qu'au début de l'année. Je le trouve plus tranchant. Là. Tu sais, quand il fait pas juste courir comme une poule pas de tête, non. Je trouve qu'il est là, il arrive à cadrer, il arrive à mettre un pressing. Après, il faut que tu pèses plus. Là. Tu sais, 3 passes décisives, cool. C'est une bonne fin de saison. Mais c'est une bonne fin de saison. Tu sais, à quelque part, c'est un gars qui carbure à je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Je suis en train de remettre mon profil à flot. Techniquement, ça a été super difficile cette année. Il est capable on est d'accord. de moments de extraordinaire. Fulgurance. Mais là, c'est parce que ça me fait penser. En fait, je te pose ça parce que je mets un peu Clark, peut-être Clark et Duke un peu dans le même esprit, tu sais. Clark a une vitesse supérieure que Duke, pour moi, n'a pas. Puis plus physique, puis tout. Puis statistiquement, Clark a déjà pesé sur une équipe. Duke, non. Ça commence à faire du temps, mais il pesait à Miami. Il y a 20 passes décisives en carrière en MLS. T'es un 10. Voyons donc. Pour moi, une saison de 8 passes en MLS. Puis, Brooks Lennon, 10 passes. Oui, mais Brooks Lennon, c'était un latéral. Arrête, là. T'es un 10. Voyons donc. Ouais, mais il y a une saison de 8 passes, puis il y en a 20 au total. C'est ça. C'est parce que c'est ça. Là, c'est quoi l'anomalie là-dedans? C'est les 4 saisons où t'as rien fait? Statistiquement. Non, mais attends une minute, je défends pas Duke, là. Je défends le Duke comparé à Clark. Ce que je trouve Clark, là, il a 4 buts, 4 passes, mais as-tu fait ses stats aussi? Ah non, on est d'accord. Okay. Ce que je suis en train de constater, puis j'y avais pas pensé avant là, il est en train de refaire la même saison que l'an dernier. C'est juste que quand on est allé le chercher, il finit bien l'année. Puis l'an dernier, ça allait pas au Minnesota. Il était insatisfait. Là, cette année, ça n'a pas bien été jusqu'au sortir de la Coupe des Ligues. Là, ça se replace. C'est la même affaire. C'est pour ça que je te dis, est-ce que lui, dans sa tête, il met la switch à on quand il se dit, là, je suis dans le trouble, ma valeur en a pris pour son rhume, puis il faut que je me positionne pour l'an prochain, que ce soit à Montréal ou pour un échange? Je sais pas, là. Je soulève la question parce que je trouve que le parallèle, ça fait 2 saisons, puis ici, il finit fort. Là. Il marque 2-3 buts d'ici la fin de la saison, 2-3 passes décisives encore. Mais tu te dis quoi? Il est peut-être plus à l'aise avec le cycle lunaire de la fin de l'été, début de l'automne. C'est probablement ça. Il faudrait voir c'est quoi. Trip sur le temps des courges. C'est un capricorne, peut-être les courges. Ben oui. Les légumes racines aussi, peut-être que ça. Connais-tu ces saisons de légumes, toi? Non, puis ça, c'est une. On pourrait faire un autre podcast. C'est une discussion que j'ai eue avec un ami qu'on a en commun, à savoir, on ne sait pas nécessairement la saison de légumes assez. Il faudrait apprendre ça un peu plus. Lui, je reste proche d'un marché public, tu sais. Lui, il les connaît aussi. Solide. Mais les petits fruits. À 2 semanes près, là. C'est un gars de Chicoutimi, entre autres. Ouais. Fait qu'il sait quand est-ce que le bleuet sort, puis tout. En même temps, tu sais, tout le monde sait les fraises, les framboises, les bleuets, puis le blé d'Inde. Sinon, le céleri, tu sais quand? Céleri du Québec? Non. Bon. Hey, OK, on a-tu fini? Parce que je veux revenir, dans le fond, on pensait avoir fait le match contre DC United, mais j'ai quelque chose qui va un peu plus loin du match contre DC United, mais qui a été attisé par ce match-là. Les rentrées de touche comme arme offensive, c'est-à-dire les rentrées de touche dans le tiers offensif, les longues rentrées. Je pense, on les a vues avec Aaron Herrera, notamment face à DC United samedi dernier, et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est cyclique, je pense, dans le soccer mondial, mais je pense que c'est une tendance un peu plus lourde en ce moment. Une chose est sûre, c'est une tendance plus lourde en MLS. Il y a plus d'équipes qui utilisent cette arme-là cette saison. C'est 30% à vue nez. J'en ai parlé avec un analyste. Il me disait le sentiment, c'est que 30% de la Ligue utilise cette arme-là, ou du moins peuvent utiliser les longues rentrées de touche. Une tendance lourde. Il faut que tu ailles le goal. Qui est ouais, c'est ça. Exactement. Tu l'as pas, là. Non. C'est une tendance à la hausse, donc. Et
Écoute, j'ai lu un texte dernièrement de Backhill qui disait, tu sais, il y a des études qui le montrent. Je me demande si, justement, dans le recrutement du CF Montréal, ce serait intéressant d'aller chercher un gars comme ça. D'en avoir un? Oui, d'en avoir un. Parce que c'est prouvé, statistiquement, que ton expected goal, c'est-à-dire tes buts projetés, vont augmenter. Puis ça modifie pas aussi le pourcentage de buts que tu vas avoir dans la contre-attaque. Parce que c'est ça aussi, des fois, les entraîneurs ont le sentiment, ceux qui n'ont pas lu les chiffres aussi, ont le sentiment qu'il va y avoir une contre-attaque. Au contraire, c'est un petit ballon aussi. Tu sais, une rentrée de touche, c'est pas un corner, c'est un petit ballon mou qui va créer du chaos. Même si tu le dégages pas. Non. Avec une reprise de la tête défensive, tu le renvoies pas dans le rond central. Ça va c'est ça, exactement. Puis il va rester pendant quelques secondes dans la surface de réparation. Ça va créer le chaos. Puis tu vas sûrement augmenter tes chances de marquer des buts. La preuve cette année, par 1000, c'est Minnesota United qui écoute, a 17 buts de open play, c'est-à-dire du jeu provenant du cours du jeu, puis 17 buts sur coup de pied arrêté cette saison. Parce que c'est l'équipe qui en fait le plus des rentrées de touche comme ça, puis c'est Michael Boxall, le défenseur central de cette équipe-là. Ça joue à 3, Imagine s'il était capable de se la lancer à lui-même. Mais ça, parce que lui, c'est un monstre dans les airs aussi, mais bon. Tu sais, moi, la première fois que j'ai vu ça vraiment en MLS, puis que j'ai fait « Ah ouais, c'est une arme que j'ai allumée en MLS », ça remonte à Matt Beasler, du Sporting Kansas City. Puis j'ai fait des recherches. Kansas City, d'ailleurs, de 2013 à 2016, ont marqué 11 buts d'une longue rentrée de touche. C'est sur 3 saisons. Mais écoute, je pensais à Gabriel Gervais l'an passé qui disait hey, un but de moins là, un but de plus là. Un but, 11 buts sur 3 ans, sur 3 saisons, ça vaut son pesant d'or quand même. Marco Donadel te dirait par contre, y a-t-il moyen de continuer à recruter des gars un peu plus grands? Il faut continuer à recruter des Jalen Neal. Morales tombe dans cette... Oui, peut-être. Ben, il faut des gars aussi. Il faut des attitudes dans la surface. Oui, tu as raison. Parce qu'on revient tout le temps à Dax McCarthy qui était capable de gagner des ballons dans la surface. Puis Dax McCarthy, c'est pas loin d'un nain de jardin. Mais il touchait tous les ballons. Le contre-exemple, par contre, c'est Columbus qui, eux, crée beaucoup d'occasions en possession. C'est une équipe de possession. Ça n'a jamais été vraiment... Puis là, il serait choqué de m'entendre dire ça de cette façon-là, mais Wilfried Nancy, mais les coups de pied arrêtés, ça n'a jamais été quelque chose de très important pour Wilfried Nancy, puis c'est pas quelque chose de très important pour le coup de Columbus. Parce que, ultimement, est-ce que tu veux jouer un ballon, aller dans le 50-50, puis gaspiller du moment, alors que toi... tu as 60% de possession, puis que tu vas te créer des occasions en possession, techniquement. Mais rappelle-toi que Kwame ça, c'est le contre-exemple. On l'avait apprécié à Montréal pour sa capacité à... Il trouvait, c'est le commentaire qu'il y avait eu là, en 2022, il trouvait des moments chez l'adversaire, il voyait en première mi-temps, OK, ils défendent comme ça sur corner, faisait un ajustement à la mi-temps, puis bang, il arrivait à marquer. Et ça, je pense pas qu'on... Non, faut pas que tu... T'es pas en train de dire qu'on néglige les coups de pied arrêtés, mais c'est comme le Barça à l'époque, là, t'es une équipe de possession. Tu vas le jouer court, ton coup franc, là, tu vas pas flotter ça dans la surface de réparation pour Iniesta puis Xavi là, ou Messi. Juste pour enchérir sur Minnesota United, je faisais un match, un de leurs matchs en MLS, ou c'était peut-être c'était en Coupe des Ligues. Puis Eric Ramsey, c'est une équipe qui est catastrophique en possession. Là. C'est la pire équipe en possession. Là. Ils sont en bas. C'est même désagréable à voir jouer. Là. On en a parlé. Des fois, c'était l'impression que c'est une vieille équipe des années 90. Je comprends. C'est chiant un peu. Je comprends. Eric Ramsey, très cool en polyglotte. Franchement intéressant. Ramsey a dit quelque chose d'intéressant par rapport à la possession, par contre. Il a dit, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a une donnée qui fait vraiment mal à nos stats de possession. Puis si tu prends pas ça en considération, tu saisis pas ce qu'on fait. C'est notre volonté de prendre les rentrées de touche, entre autres, le plus rapidement possible et de prendre des risques sur ces rentrées de touche-là. C'est vrai qu'il disait, tu sais, il y a plein d'équipes là, qui vont faire une petite rentrée de touche à ton milieu de terrain, une petite rentrée de touche à ton défenseur latéral. Tu passes par derrière, tu fais 3 points de pourcentage de plus. Exactement. Alors que lui, c'est pas ça. C'est mets ça dans le mix, let's go, on se bat pour le ballon. Ça se peut qu'on le perde plus rapidement, mais si on le gagne plus rapidement, c'est vraiment payant parce qu'on est dans la surface de réparation. Puis ce que j'ai apprécié de ça, après, tu peux dire, moi, c'est philosophiquement, je veux pas voir ça de mon équipe. Si t'es directeur sportif, si t'es coach, si t'es supporter.
Mais à l'inverse, si tout le monde est aligné là-dessus, puis ça fait partie de tes principes fondamentaux, nous, je ne sais pas si Eric Ramsey s'est dit, nous, on a un Michael Boxall, donc on va maximiser sa présence, et que si Boxall dégage, ben ça disparaît complètement de l'équation. Ou si, au contraire, ça fait partie des valeurs d'Eric Ramsey à la base, il utilise Boxall, puis si Boxall s'en va, tu t'assures d'en recruter un autre. Ça devient une conversation. Il y en a 2-3 qui sont capables au Minnesota, par contre. Oui, mais parce que... Puis ça, est-ce que c'est de la luck? Est-ce qu'ils sont moi, du compte de ça quand Ramsey est arrivé? Ils ont recruté comme ça? D'une manière ou d'une autre, puis je crois beaucoup, beaucoup à ça, quand tu es clair sur ce que tu cherches. Je reviens tout le temps avec le même exemple. Hugues Léger qui débarque comme VP Marketing à l'Impact de Montréal, qui dit, nous, on veut des rituels. Il pensait pas à la cloche qui était à quelque part aux États-Unis, puis tout d'un coup... Tu as le 1642 qui dit un rituel. Ils ont Timber Joe à Nashville. Nashville n'était pas là dans le temps. Là, mais, non, mais à Nashville, ils impriment des vinyles. Ouais. À Portland, ils coupent des tranches de bois qui a été béni par les détenteurs de billets de saison au début de l'année dans le fin fond de la forêt de l'Oregon. Nous autres, on va avoir une cloche parce qu'on est à la ville au 100 clochers. Quand tu es clair sur ce que tu cherches, tu le dis, puis tu es cohérent après, ben la vie t'aide, ou les choses tombent en place pas mal plus rapidement. Puis je pense que c'est un peu ce qui est arrivé du côté du Minnesota United. En fait, je trouvais ça intéressant de parler de ces longues remises de touches, parce que Austin, ce week-end, en fait aussi, hein, Gallagher notamment, en fait, c'est l'équipe qui arrive en fin de semaine, qui va arriver d'ailleurs avec des détenteurs, des abonnés de saison. Hein. Il y a à peu près 40, on m'a dit ça, puis je pense que je ne vais pas trahir notre conversation, il y a 40 abonnés de saison qui viennent. Austin paye les billets, tu t'arranges avec ton vol aussi. Mais il y a 40 qui vont venir au Stade Saputo. Paye les billets au stade? Oui. Okay. Ils ont acheté 40 billets. Ils ont donné à leurs détenteurs de billets de saison, eux qui trouvent qui volent pas à Air Canada, là, j'espère, pour eux, mais qui s'amènent à Montréal comme ça. Ça a été la même chose. Il y en avait 80 d'Atlanta United. Aussi. Puis l'affaire, c'est que c'est aussi, j'imagine que quand tu es à Austin puis que le coût de la vie est moins cher, aussi le dollar canadien est avantageux. Alors, venir au Québec, voir une petite game de Austin ici, c'est pas mal. Je te confirme qu'il y avait une coupe d'Américains à l'assaut en fin de semaine. Peut-être l'assaut, oui. Ouais, As-tu trashé avec Martin Saint-Louis? Non, Martin Saint-Louis était là le samedi. Je sais pas. Ah non, il était là le vendredi. Non, j'étais pas là. Tu sais, Martin, il avait l'air d'avoir un petit espace à lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une genre de table à côté d'eux, front row pour Bailey Zimmerman. Hey, petite question pour toi, c'est le genre de hot take que tu dois avoir. C'est-tu overkill, là, mettre un chandail du Canadien quand on veut impressionner une foule puis on est chanteur? Ou c'est encore... C'est encore un outil de destruction massive pour créer de l'enthousiasme dans une foule. C'était très, très le fun. Là. Puis la foule réagit, mais... C'est le fun. C'est trop fait. Tu sais c'est qui que j'ai vu faire ça la première fois? Robert Charlebois. Négatif. Non, mais ceux qui viennent de l'extérieur. Je sais pas. T'as un guess. Ah non. Ouais. Hey! Non, vas-y, dis-le. Il était dans les estrades, il était haut, là. Ouais. C'est overkill, d'abord. J'ai vu sur Instagram que début 2000, ça fait 25 ans les plus grandes amitiés se créent sur Instagram. Que les gens en commun, les gens sont capables d'haïr la même chose en commun. J'aimerais ça que pour notre amitié, je me mette à tu arrives du bon côté de la force, puis que tu te rendes compte, que tu vois enfin la lumière. Non, mais je pose la question, tiens, les gens peuvent là, la moitié des journalistes de la presse sont en train de te défendre. Ils appellent. Théo Tonio a appelé, d'ailleurs, on va dire, il dit, il veut venir pour... Richard Labbé aussi. Il veut venir te défendre pour dire que Coldplay, c'est pas si pire. Ah ouais. Non, attends, il a pas dit c'est pas si pire. Le journalisme s'en va. Non, mais je pose la question. Répondez-nous sur la chaîne YouTube, là. Je serais curieux de savoir. Puis Bailey Zimmerman, quand il est débarqué avec ses shorts, ses jorts, ses Nike. Il y avait des jorts? Il y avait des jorts. Il s'est montré le mollet. C'était très, très bon, d'ailleurs. Un méchant showman. Désolé pour Chebozy, qui, lui, a perdu la voix. Puis... double shot of whisky, il aurait dû skipper celle avant le show, probablement. Plus ou moins 28 points? Moins. Ouais. Ben, 9 points sur les 7 derniers matchs. T'as fait 1-1 comme contre la pire équipe. Je veux dire, ouais. C'est la cave. Puis moi, c'est pas un désaveu. Là. Je dis ça. Moi, t'es en train de construire quelque chose pour l'an prochain. Là. On va voir ce qui se passe dans les 48 prochaines heures en termes de recrutement. Après, moi, je pense qu'il faut que Marco Donadel fasse jouer des gars
qui vont jouer l'an prochain. Je pense pas qu'il faut que tu joues pour gagner. Oublie ça. Là. Que ce soit la pire ou pas la pire saison de ton histoire, tu vas être kiff-kiff. Tu vas être soit la pire ou égale à 2014. Qu'est-ce qu'on s'en balance? C'est ce que tu fais pour l'an prochain. Essaye de prendre une longueur d'avance sur 2026 avec la poignée de matchs qui te reste. Surtout que les renouvellements d'abonnement s'en viennent aussi pour les membres. C'est là où le joueur désigné t'aurait fait du bien, par contre. Ouais. En même temps. T'en parlais l'autre jour. Ouais. À suivre. OK. On a-tu fini? Oui. De toute façon, on reviendra peut-être plus tard quand la transaction sera faite. Enfin, on va aller écouter Rush of Blood to the Head. Là. OK, salut.